Comment notre cerveau génère-t-il la pensée et la conscience? Comment la matière produit-elle l'expérience subjective? Pendant longtemps, cela est resté une question exclusivement philosophique. C'est devenu aujourd'hui une question scientifique majeure car grâce à ces nouvelles technologies, nous avons les moyens de mesurer ce qui se passe dans ce cerveau. Alors, je tiens mon propre cerveau ici dans mes mains. C'est une reconstruction 3D, une impression 3D de ma matière grise obtenus par IRM. Ce sont des dizaines de milliards de neurones, des milliers de milliards de connexions. C'est plus que le nombre réel d'étoiles dans notre galaxie. Certains disent que c'est la chose la plus complexe, la plus compliquée connue de l'humanité, à une exception près, le cerveau de la femme. Plus sérieusement, j'aimerais partager avec vous certaines de nos recherches sur ces patients gravement atteints au cerveau qui sont dans le coma. Et pour ceux qui survivent au coma, parfois il y a des histoires incroyables, des expériences de mort imminente de ces patients qui nous racontent qu'ils ont quitté leur propre corps, qu'ils ont vu la lumière, qu'ils ont eu l'expérience d'un sentiment de bien-être extraordinaire, et donc c'est aussi un appel à témoins. Donc, si quelqu'un ici a vécu une telle expérience de mort imminente ou connaît quelqu'un qui a vécu une, qu'il la partage avec nous, nous avons maintenant plus de 200 témoignages d'expériences de mort imminente à l'Université de Liège. Et c'est important car les phénomènes extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Pour mieux comprendre et convaincre la communauté médicale et scientifique qui a ignoré ce phénomène pendant trop longtemps et qui pour certains est considéré comme une preuve de vie après la mort. Outre l'écoute de ces histoires, nous pouvons observer ce qui se passe dans nos cerveaux grâce à diverses techniques. Ici, vous avez un exemple où l'on peut mesurer la consommation d'énergie. On injecte du sucre, du glucose marqué avec un isotope radioactif et on peut ensuite observer l'activité de la matière grise. Vous voyez une coupe avec des couleurs jaunes et rouges. Ces neurones sont les cellules qui consomment le plus d'énergie comparé à toutes les autres cellules. Et juste à côté, vous voyez le symbole d'une case vide. C'est ce qui se passe en cas de mort cérébrale. Seules les quelques cellules entourant le crâne à l'intérieur de la peau consomment encore de l'énergie et plus de neurones. Ici, vous pouvez donner vos organes en toute conscience, car il existe une preuve scientifique de vie après la mort, elle s'appelle le don d'organes. C'est vraiment différent de ce que l'on peut observer chez ces patients qui sont sur le point de survivre à un coma et qui parfois se réveilleront mais sans montrer aucun signe de conscience. C'est ce qu'on appelle un état végétatif. Je trouve ce terme trop péjoratif. On préfère maintenant parler d'éveil non répondant car c'est ce qu'on constate. Ils sont éveillés, leurs yeux sont grands ouverts mais ils ne se répondent pas à des ordres simples. Ben, c'est notre test de conscience. Alors, ce qu'on se demande, c'est quelle conscience dans ce coma ou après ce coma, dans un état végétatif ou non répondant. Maintenant, nous avons des outils qu'on appelle des interfaces cerveau-machine, où on peut, vous voyez ici des électrodes sur le cuir chevelu de plus de 205 qui vont mesurer l'activité électrique du cerveau et ensuite on va poser une question, par exemple, bougez le pied, mais on ne regarde plus le pied, on regarde ce qui se passe dans le cerveau. Je vais reprendre mon propre cerveau. C'est pratique d'en avoir deux. Quand je bouge ma main ou quand je veux la bouger, il y a une région dans ma matière grise juste ici qui va s'activer. Ici, je peux le voir avec les yeux. Et quand je bouge partout ma main, ça va s'activer juste ici. Quand je bouge le pied, on va voir l'activation plus près du centre. Donc, ça nous permet non seulement de voir que le patient n'est pas inconscient, qu'il répond à la commande, mais aussi d'établir une communication au moins avec certains d'entre eux. Il faut l'admettre, une minorité de patients qui ne peut plus parler par définition ne peut pas bouger, contrôler leurs muscles après un coma. Il y a d'autres moyens, comme ici, essayer de communiquer avec les yeux. Il se trouve que quand on fait un effort, comme du calcul mental, votre pupille va se dilater. Donc, je peux vous poser une question importante. Où avez-vous mal? Cette possibilité de percevoir la douleur est vraiment importante et a des conséquences directes sur nos soins. Alors, comment ça marche? On pose la question, on montre un oui, ou vous devez calculer mentalement au moment de voir le oui, ce qui va entraîner une dilatation de la pupille. On peut le voir. Dans ce cas, on ne voit rien. C'est quand on montre le nom que la caméra va détecter que la pupille se dilate et dont on peut déduire que ce patient nous communique un nom.
Encore une fois, sans bouger aucun muscle. Il y a un gros problème ici. Le patient doit comprendre la question. S'il est aphasique et ne comprend même pas le langage, que pouvons-nous faire? Nous avons développé d'autres techniques mesurant l'activité cérébrale au repos. En réalité, le cerveau ne se repose jamais, il pense tout le temps et nous pouvons essayer de visualiser ses pensées. Donc, comme vous le voir, je reprends mon cerveau, je vais l'ouvrir. L'intérieur de ce cerveau, vous avez un réseau que nous pouvons appeler le réseau de la conscience de soi. Donc, si vous pensez en ce moment à votre passé, à la planification de votre avenir, cette petite voix qui vous parle à l'intérieur, vous êtes sur le point d'activer un réseau. Ici à l'avant, ici à l'arrière, dans cette profondeur du cerveau, c'est le réseau de la conscience de soi que vous pouvez voir en jaune et que chez certains patients considérés dans un poste de coma, le syndrome d'enfermement, ce sont des patients conscients complètement paralysés, incapables de parler ou classiquement seulement avoir des petits clignements d'œil qui nous permettent d'établir une communication au début, c'est vraiment difficile. Alors que l'IRM fonctionnel, comme vous pouvez le voir, va montrer ces régions jaunes, cette activité, ce réseau de la conscience de soi, d'une manière qui est vraiment facile à identifier, mais nous devons être prudents. Parfois, les images peuvent mentir. Le cerveau ne produit pas la conscience comme le rein produit l'urine. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons toujours pas, nous devons donc être prudents. Et s'il est effectivement difficile de quantifier la conscience, de la déduire en chiffres, de quantifier la douleur, il est également très difficile de quantifier la qualité de vie. Néanmoins, elle doit être au centre de nos intérêts. J'aimerais donc ici avec vous maintenant essayer d'obtenir une réponse à cette question difficile. Comment allez-vous? Nous allons calibrer notre propre échelle pour la qualité de vie. Je vais donc vous demander d'identifier le meilleur moment de votre vie, à part ce TEDx. C'est plus 5. Et puis le pire moment de votre vie, votre divorce, votre mariage, moins 5. Si vous avez fait cela, je peux maintenant vous poser la question, au cours de 2 dernières semaines, sur une échelle de moins de 5 à plus 5, où vous situez-vous? Eh bien, nous avons posé cette même question à un patient atteint du syndrome d'enfermement. On ne peut pas être plus handicapé que cela. Il dépend des autres pour toutes les tâches quotidiennes. Et voici la réponse. La majorité affirme avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Vous voyez donc qu'il existe une minorité qui se dit malheureuse, mais qui a une mauvaise qualité de vie. Nous avons même posé la question de l'euthanasie, où une minorité de patients souhaitent mourir, et contrairement à la Belgique en France, nous n'avions pas de loi qui le permettait. Donc pour conclure, je pense que ces nouvelles technologies, l'interface cerveau-machine, nous permettent non seulement d'être plus précis dans les diagnostics, mais parfois même d'établir une communication avec des patients non communicants. Elles ont montré que nous avions sous-estimé la capacité de conscience, d'avoir une forme de conscience pendant et après le coma, et parfois sous-estimé la qualité de vie de certains patients. À côté de ces intérêts médico-éthiques, il y a aussi un intérêt scientifique. Nous repoussons les limites en démystifiant ce grand mystère restant qui est la conscience humaine. J'ai donc peut-être deux messages principaux pour vous. Premièrement, réfléchissez à l'intérêt d'identifier une personne de confiance, d'établir un testament, des directives anticipées au cas où. Et cela peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, après un accident, un traumatisme crânien, une crise cardiaque, vous tombez dans le coma. C'est le bon moment pour communiquer vos volontés. Vous devriez le faire anticiper. Et deuxièmement, vous devriez réfléchir aux avantages de dons d'organes. Merci.